Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2026. Je suis Diane, brodeuse et fileuse pour mon atelier, donc ILEM, depuis de nombreuses années. Je vous retrouve aujourd'hui pour donc ce nouvel épisode de FlossTube, dans lequel nous allons parler pampille, 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 peut-être encore pampille, et pour finir, deux projets qui ont un lien avec le fil et la broderie, mais qui ne sont pas des œuvres brodées. Donc la première est en tissage et inclut du filet main, et la deuxième a un lien avec les ateliers de broderie que je propose autour de Poitiers et a été réalisée en tournage sur bois par ma personne. Je vous en dirai plus à la fin de cet épisode. Donc, pour commencer, les premiers projets dont je souhaitais vous parler sont des pampilles. Donc, je vais revenir avec vous sur le projet qu'il y avait la dernière fois, donc qui était une pampille hélicoïdale, pour ceux qui se rappellent. Et donc, cette fois-ci, j'ai assemblé les 5 morceaux que j'avais réalisés avec les différents remplissages et je leur ai fait des arêtes, donc toutes différentes, pour continuer mes essais. Donc, voici à quoi ça ressemble au final. Je ne suis pas forcément très satisfaite de cette forme un peu dodue, mais ça, c'est pas grave. C'est juste en lien avec le fait que le tissu que j'ai utilisé est trop mou. Donc soit il va falloir que je le renforce, soit il faut que j'en trouve un plus... Le mot en anglais, stiff, un peu plus épais, renforcé, qui se tient. Donc voilà. Donc pour la forme un peu dodue, c'est pas grave, la solution va être trouvée. Pour ce qui est des remplissages, donc nous avions un motif un petit peu organique avec des fleurs, un dégradé du blanc jaune jusqu'au vert, un bourrelet fait en laine, donc avec des points lancés, un autre motif avec des lignes droites qui avait été suggéré lors d'un précédent FlossTube, donc voilà, de s'inspirer du tissage, et le dernier qui est cette espèce de vague bleue à perles. Donc pour ce modèle, je trouve que c'est vraiment ce dernier motif de vague qui fonctionne le mieux, puisqu'il vient souligner vraiment cette forme en S un petit peu de la pampille, et donc je pense que c'est celui que je conserverai sur le modèle final. Pour ce qui est des arêtes, donc là vous avez deux exemples d'arêtes perlées, donc une dont les perles ont été incrustées au moment de la couture, et l'autre où les perles sont rebrodées une fois la couture d'assemblage terminée. Donc je pense vraiment rester sur l'une de ces deux solutions-là, puisque c'est celle qui, je trouve, souligne le mieux les arêtes et les rendent les plus saillantes. Pour les autres arêtes, que ce soit le point, un espèce de point cellier, le mattress stitch, le point de matelas, qu'on utilise en couture de tricot, ou un point un petit peu fantaisie que j'avais vu où on vient faire deux séries de points arrière et ensuite on les rejoint entre eux par des croix de fil. Je vous mettrai une illustration pour que cette explication devienne claire. Je ne suis pas très convaincue, je trouve que ça laisse le bord très arrondi et pas du tout saillant comme je le souhaitais. Donc voilà, je m'adapte. Et ce sera certainement un bord perlé qu'il y aura sur le modèle final. Donc voilà pour ce premier proto. Et comme je n'apprends rien à personne, quand on est en train de broder, il y a souvent des idées qui arrivent comme ça, qui se battent entre elles pour essayer d'exister. Donc c'est toujours au moment où on est en train de broder quelque chose de super long, où on a envie de commencer 12 milliards de projets. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à commencer une deuxième pampille. Donc quelque chose d'assez classique qui est venu de l'idée croisée de faire une pampille et d'un projet qui était resté en attente sur une toile Aïda que j'avais depuis longtemps. Que voici, vous avez l'association d'idées côte à côte parce que c'est comme ça que ça s'est fait. La pampille avait commencé tranquillement par le centre, je m'étais dit je vais faire quelque chose d'assez arrondi, peut-être en 3 ou 4 pans. Je vais la commencer le plus près possible du motif dont je ne me servirai pas.
devinez quoi, ce motif-là va complètement venir s'intégrer en fait dans cette pampille. J'ai refait la forme de ma pampille pour que je puisse intégrer donc ce motif de pomme de pin tête bêche pour cette nouvelle pampille. Je suis donc toujours sur une toile Zweigart Aida 18CT. Le fil que j'utilise est un fil variation. Voilà. Donc, le voici. La référence, c'est un 4210, donc de chez DMC toujours. C'est un joli lit de vin violet et fuchsia, voilà, en nuances, donc très sympathique. Pour la broderie, j'ai décidé de la réaliser de façon à faire un fade, donc un dégradé fondu. Puisque, étant donné que c'est un aplat complet, je ne voulais pas de pooling. Si y a des personnes qui tricotent dans l'assistance, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, en fait, le pooling arrive quand on tricote de la laine, par exemple, teintée à la main. Elles ne sont pas teintes de manière uniforme, et donc si on tricote d'abord tout un écheveau, puis tout un autre, il y a des chances que sur le tricot fini, on se retrouve avec des zonages de couleurs, puisqu'en fait le nombre de rangs va créer une répétition dans l'alternance de couleurs, et donc on va se retrouver avec des zones comme ça, par exemple violet plus clair, violet plus foncé, etc. Et la solution pour éviter ça, c'est d'alterner ces écheveaux. Donc là, ça c'est pour la partie tricot. Pour la partie broderie, en fait il suffit de faire la même chose et de s'arranger pour que le fil que j'ai mis là en dessous, en fait j'ai fait tout ma première demi-croix sur l'ensemble de cette demi-pampille, et là je suis en train de repartir du haut pour refaire la fin de la croix, donc l'autre demi-croix, jusqu'à revenir ici en m'assurant que mes couleurs ne se chevauchent pas. Ça va vraiment permettre de créer un dégradé, donc toutes les couleurs vont pouvoir s'exprimer, mais en fondu les unes dans les autres. Donc pour ce qui est de l'utilisation des fils variations, si ça vous intéresse, je pense faire une vidéo explicative des différents effets qu'on peut obtenir avec ces échevettes, parce que je les trouve vraiment formidables. Il y a plein de façons de faire des rayures, de faire voilà, des fades, du pooling, mais en maîtrisant l'effet que l'on veut faire avec ces échevettes. Et donc je pense vous sortir une vidéo dans la première moitié de cette année à leur propos. Pour en revenir à notre pampille, donc celle-ci, hop là, va se composer donc de 3 répétitions identiques. Donc là, je suis à peu près à la moitié de ma pampille. Elle va être miroitée vers le bas. Et je vais en réaliser une sur 3 en incrustant ce motif-là à l'intérieur. Elle a vraiment été pensée en termes de dimension pour pouvoir intégrer les pommes de pin à l'intérieur. Pour cette pampille-là, pour les bords, j'ai vraiment envie de quelque chose d'arrondi, de dodu, de douillet. Donc là, je pense me servir des expérimentations faites sur la précédente pampille pour obtenir des bords pile poil comme je veux. Et donc jamais 203, et ça c'est un petit peu grâce à Hélène Decroix. Donc je vous mettrai le lien de son dernier floss tube. Elle présentait dans son dernier floss tube un magnifique crapaud printanier avec des petites fleurs. Enfin elle, je crois qu'elle l'a plutôt fait sur le thème de l'automne. Et donc de la créatrice Nat Nolu sur Etsy. Pareil, je vous mettrai les liens en dessous. Je suis allée fureter sur sa boutique et j'y ai découvert un motif de grenade. Donc pour moi la grenade c'est vraiment l'hiver, ça me rappelle ma mamie puisqu'il n'y a que chez elle qu'on en mangeait quand j'étais petit. D'ailleurs petite pensée à tous les gens qui cet hiver ont découvert comment on ouvrait une grenade. Moi c'était il y a quelques années, mais je me rappelle encore avoir bataillé avec ma grenade pendant un long moment jusqu'à appeler ma grand-mère pour savoir comment on les ouvre. Et finalement pas forcément satisfaite de sa réponse qui était bah on enlève la peau et on enlève les grains, un peu rapide. Je m'étais rabattue sur des vidéos YouTube vraiment très bien expliquées sur la matière, puisque c'est quand même un fruit qui se mérite. Hein. Quand on veut en manger, il faut être patient. Pour ce fruit d'hiver, j'ai décidé donc de le monter pour une nouvelle pampille. La voici. Donc c'est une grenade que j'ai brodée sur la Aida 18CT, unie que j'avais teint la dernière fois, en couleur un peu brun-violet rosé, très doux. Et donc pour ce qui est des couleurs, j'ai à peu près respecté ce qui était préconisé par la créatrice. J'ai pris les échevettes approchantes aux couleurs qu'il y avait sur les photos de son ouvrage. J'hésite encore à rebroder des perles. Vous allez me dire, elle en met partout des perles. Oui, en ce moment, j'ai une frénésie de la perle.
Donc j'hésite encore à mettre des perles dans les espaces un peu rosés parce que je trouve que le coton rend la grenade trop mate par rapport à l'image que je me fais de ce fruit. À savoir une coque mate, mais un intérieur un peu étincelant, vraiment comme plein de petites pierres précieuses, enfin un bijou quoi à l'intérieur. Et donc j'aimerais lui rendre un peu plus justice et remettre du brillant et de l'étincelant à l'intérieur, avec des petites perles en verre. Donc remplir peut-être ces zones-là comme ça, je ne sais pas trop. Je vais voir. Ça me titille fortement et il est fort probable que la décision soit prise avant le prochain Flosstube. Donc si c'est le cas, je vous en informerai évidemment. Pour ce qui est du dos de cette pampille, parce que là on est d'accord qu'elle est un petit peu plate, une pampille en 2D, et donc là deux options, soit je lui crée une sorte de coque en velours de soie, donc couleur grenade, ça va de soi, pour le côté mat. Même si le velours peut avoir un aspect brillant, je l'utiliserai certainement tête en bas, donc pour avoir un côté plus foncé. Vous le savez sûrement, mais le velours a un sens d'utilisation. Normalement, on utilise les poils orientés vers le bas. Et là, en fait, l'idée, ce serait de l'utiliser les poils orientés vers le haut, afin d'avoir une couleur plus intense. Toujours l'air plus blanc quand les poils sont orientés vers le bas. Voilà. Donc là, pour l'arrière en velours, j'aimerais le faire en forme de dôme, de coque un petit peu, pour reprendre cette idée qu'on aurait coupé la grenade en deux, donc elle aurait toujours sa coque en velours rouge, donc accrochée à l'arrière. Pour l'instant, je suis à la recherche d'un fournisseur de velours de soie, j'en ai trouvé sur Etsy, mais je ne suis pas sûre de la provenance, ni vraiment de la composition, donc je continue de chercher. Si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ce serait vraiment super gentil. Et la deuxième option pour cette pampille, donc pour le dos de cette pampille, serait de faire plutôt un coussinet plutôt plat et non pas une forme de coque. Comme ça. Et de le faire avec ce motif. Ce motif qui se tient comme ça. Donc que j'ai réalisé donc, avec des ovales et qui... donc là c'est un échantillon, on est d'accord. Donc avec des ovales pour reprendre un petit peu cette forme boule arrondie que l'on retrouve sur la grenade. Et donc là, au lieu de les faire en vert, je le ferai plutôt en ocre pour aller avec le reste des décors d'hiver qu'il y a chez moi. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps encore pour y réfléchir, mais j'aimerais bien avoir statué sur ce point d'ici le prochain Flosstube. Donc je ne pense pas l'avoir terminé, mais au moins avoir pris ma décision et l'avoir noté quelque part pour pouvoir m'y remettre plus tard. Pour continuer, donc plus sur des pampilles que j'ai réalisées, mais sur une pampille en devenir. Parce que comme je vous disais, le thème d'aujourd'hui c'est pampille, pampille, pampille. Le prochain projet que je souhaite vous présenter, et dont je vous avais déjà parlé la première fois, est le modèle Milly. Je ne l'ai pas commencé. Je voulais quand même vous parler de la présentation de ce modèle, puisque donc, le voici. Donc vous avez le modèle ici en photo de la petite éléphante nommée Milly. Et à l'intérieur, donc, vous avez une fiche d'instruction. Hop là, très efficace. Je ne l'ai pas mis là, un diagramme en noir et blanc avec des symboles. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, puisque je brode soit des modèles que je crée, soit du monochrome, essentiellement. Donc c'est vrai que quand je fais des modèles en couleur, j'aime bien que la charte soit colorée. Mais bon, voilà, ce sera une première. Donc on va tâcher de rester concentré pour que tout se passe bien avec Milly. Pour revenir un peu sur ce que je vous avais dit la dernière fois, je prévois de teindre les fils pour ce modèle. Il y en a un peu plus que ce que j'avais prévu, mais je vais rester sur mon idée de base qui était le corps de l'éléphante en laine, donc la teint en gris, la petite partie rosée là également teinte en laine pour sa joue, et ses oreilles et les marques sur sa trompe. Et tout ce qui est du tapis sera teint, enfin fini de teint, puisque là j'en ai quelques-uns déjà de teint, mais tout ce qui est de l'ordre du tapis sera en soie. Voilà. Et le chapeau aussi. J'avais pas vraiment fait attention à cette histoire de chapeau, je crois. Et donc le chapeau sera également en soie. Pour trancher entre le mat de la peau de l'éléphant et le brillant des textiles, pour faire un petit clin d'œil
Pour moi, les éléphants, c'est l'Inde. Voilà, c'est le seul endroit où j'en ai vu en vrai, pas dans des cages. Pour juste information, c'est un design de Stacy Nash, donc le nom, vous pourrez retrouver sur internet sous Stacy Nash Primitives. Voilà. Donc cette fois, c'en est fini avec les pampis. Le tout dernier projet de Point de Croix dont je voulais vous parler est un projet qui a trait à l'herbier que je réalise. Donc là, il s'agit du modèle Hosta. Donc le voici. Donc ce modèle est très très dense, il y a assez peu de blancs qui sont restés parce que c'est une plante qui est très compacte et j'avais envie que ça se ressente sur le diagramme. Donc il est construit comme les précédents en suivant les axes verticaux et horizontaux. Et donc j'ai décidé de représenter donc, cette plante vue du dessus et ses différentes couronnes de feuilles superposées les unes aux autres. Donc Hosta avec un H, si jamais vous vouliez le googler. Et donc, comme je vous disais, ce projet s'inscrit dans une série et je pense faire une sorte de recueil. Donc quelque chose de A à Z ou de cet ordre-là avec des plantes, donc une plante par lettre. Le végétal m'inspire énormément, me fascine beaucoup, et donc en fait pour chaque plante que je brode, je fais des recherches autour, j'aime bien connaître leur symbolique, toutes leurs propriétés vernaculaires, médicinales, si elles en ont, etc. Et donc en fait toutes ces informations, je me dis que je vais les condenser avec le visuel que j'aurais créé, et je vais me faire un petit recueil de tout ça. Ça va certainement me prendre une bonne partie de l'année, mais voilà, ce sont des choses que je brode assez facilement dans les transports, je fais beaucoup de trajets en train, également parfois en voiture, bien que la 18CT en voiture, ça n'accepte que l'autoroute, hein, ou alors je sais pas quel genre d'estomac vous avez. Petit point anatomie. Pour ce projet de recueil autour des végétaux, je ne pense pas y inclure de fruits et de légumes. J'ai d'autres projets pour les fruits et légumes, en fait, à tout vous dire. Donc pour l'instant, ce ne sera que des plantes voilà, sauvages ou ornementales qui feront partie de ce recueil. Et c'en est tout pour aujourd'hui pour la broderie. Donc les prochains projets dont je souhaitais vous parler sont donc une écharpe tissée dans le début du mois de décembre lors d'une formation dispensée à l'école de la laine par Lorraine Bach, qui est tisserande et teinturière pour l'entreprise La Maison des Fibres. J'ai réalisé avec son aide une écharpe en soie chameau et le fil filet main que je vous avais présenté la dernière fois en bébé chameau, alpaga et soie. Et donc je suis très très contente de cette écharpe. Elle a été réalisée avec la technique overshot. Donc en fait ça va être des grands flottés de fils décoratifs entre guillemets, couplés avec une alternance de fils qui forment la toile et qui eux en fait apportent le côté structurel au motif. J'adore cette nouvelle écharpe, je l'ai portée tout le mois de décembre. Elle est très chaude, elle est pas forcément grande. J'en avais réalisé une autre de 80 cm de large par 2,10 m. Là, celle-ci n'en fait que 40 par 2,10 m, mais il y avait déjà 400 fils à monter, un par un. Voilà, je vous ai fait quelques captations du processus, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis ravie du résultat. Et le dernier projet dont je voulais vous parler est une autre formation que j'ai suivie au courant du mois de décembre, puisque depuis plusieurs années maintenant, je me forme auprès de Patrick Arlot, donc à Chauvigny dans la Vienne, qui est meilleur ouvrier de France en tournage sur bois. Donc là, il s'agissait d'une formation de perfectionnement au cours de laquelle j'ai pu réaliser à ma demande et sur mon design un manège à fil pour les ateliers que j'organise autour de Poitiers dans les merceries. Donc je vais vous chercher ça. Et donc voici la bête. Donc cette petite chose comporte un coussin pic-aiguille en haut, des bobines, donc je n'ai jamais plus de 6 apprenants en même temps, donc chacun la sienne, chacun sa couleur. Hop là, elle se glisse assez facilement.
J'ai réalisé des petits trous entre chaque bobine pour pouvoir glisser les ciseaux de broderie et évidemment tout ceci tourne sur lui-même. Tout ceci a été réalisé par mes petites mains. Je vous avoue que je suis pas peu fière de cette pièce puisque j'ai réussi à mener à bien tout le projet, donc en érable pour les parties blanches et en cerisier pour les parties marron foncé. Juste petite anecdote, tourner du bois de fruitier, je sais pas si c'est bon à respirer ou pas pour la santé, mais en tout cas c'est assez marrant parce que ça sent la fleur d'arbre à papillons. Voilà. C'est information comme ça. Je suis très contente de ce projet puisqu'il va me simplifier la vie énormément pendant les ateliers, de pouvoir laisser les échevettes d'une fois sur l'autre sur leurs petites bobines. Chaque bobine a évidemment été pensée en fonction de la taille des échevettes DMC, donc on est sur 8 mètres et 6 brins. Et en fait, les trous voilà, permettent de laisser les ciseaux de chacun à sa place et d'éviter de les égarer. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Marielle et Margot de la mercerie Au Mouton qui court à Poitiers, donc grâce à qui je peux transmettre la broderie donc directement dans leur partie atelier de boutique. C'est notamment en vue de cet espace que j'ai créé le tourniquet, puisque voilà, nous sommes dans un petit espace et il faut que chacun puisse utiliser les objets à sa convenance, donc les ciseaux, les aiguilles, ne pas mélanger ses fils avec ceux du voisin. Pour les personnes qui seraient autour de Poitiers, n'hésitez pas à y passer, elles ont vraiment une super sélection, que ce soit de modèles, de broderies, de canevas, elles ont plein de livres aussi, que ce soit sur le crochet, le tricot, la broderie, des super fils à tricoter. J'en prends chaque année pour faire des chaussettes, notamment des Lazy Lions, toutes bariolées et tout, enfin, voilà, j'adore. Donc n'hésitez pas à passer, tout ce qu'elles proposent est de très bonne qualité et elles font également beaucoup d'ateliers, que ce soit des initiations ou des approfondissements sur la couture, le tricot, le crochet. Il y a même quelqu'un qui vient pour faire de l'aquarelle. Donc c'est vraiment voilà, une pépite ce lieu et très contente que vous vous soyez installés il y a maintenant, je crois, 2 ans à Poitiers et d'avoir pu faire votre rencontre. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le Flosstube jusqu'ici. Merci aussi aux personnes qui soutiennent le Flosstube avec des j'aime, des commentaires. Merci pour vos retours. Ça fait toujours très plaisir de vous lire et d'échanger avec vous dans les commentaires. Donc pour aujourd'hui, eh bien, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes pampilles. En tout cas, j'adore le fait d'avoir trouvé une manière de remettre du volume dans le petit monde à plat en 2D de la broderie. C'est vraiment un ravissement de pouvoir faire ces expérimentations. Je vous tiendrai évidemment au courant de là où elles me mènent. Et j'espère que voilà, toutes ces informations vous permettront également, vous, de votre côté, de faire vos expérimentations. Je vous donne donc rendez-vous le premier dimanche du mois prochain pour la suite. Et d'ici là, brodez bien. À très bientôt. Au revoir.